Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne, et je suis de retour dans ma chambre dans le sud chez mes parents, donc je vais en profiter pour filmer quelques vidéos. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de la série des histoires des maisons de couture, et cette fois on s'attaque à l'histoire de Hermès. C'est parti! Alors Thierry Hermès est né en Allemagne à Krefeld en 1801, et à cette époque cette partie de l'Allemagne fait partie de l'empire de Napoléon Ier. Et donc Thierry a la nationalité française. Il connaît une histoire familiale assez tragique puisqu'à la base ils étaient une famille de 6 enfants et que toute sa famille est décimée soit par la guerre, soit par des maladies, et donc il va finir orphelin. En 1821, il part alors vivre en France, où il devient apprenti sellier harnacheur, et il va travailler très dur pour pouvoir ouvrir à son tour sa propre boutique à Paris en 1937. Il y vend des équipements pour chevaux, et à l'époque c'était encore le moyen de transport le plus courant, donc avec les calèches, les carrosses, etc. Donc ça représentait un gros business. Son travail est tout de suite assez remarquable puisqu'il est connu pour un point de couture qui est encore aujourd'hui la marque de fabrique de Hermès, et qui nécessite donc le travail uniquement à la main, donc avec 2 aiguilles et un seul fil. Et donc ce travail à la main, déjà pour l'époque, c'était un gage de grande qualité. Le travail de Hermès se fait énormément remarquer lors de l'exposition universelle de 1867 où il remporte un titre. Du coup la maison va commencer à attirer tous les riches clients du beau monde parisien et de la royauté européenne, dont Napoléon III et l'impératrice Eugénie. En 1878, son fils Charles-Émile prend sa succession et va alors étendre l'entreprise aux malles et aux sacs à main. En 1892, on peut notamment noter la création du sac haut à courroie qui permettait aux cavaliers de ranger leurs bottes et leurs selles, et ce fut un gros succès. Donc encore à cette époque, le succès de Hermès est encore très tourné vers l'équitation. En 1902, son fils Alphonse lui succède, donc on est déjà sur la 3e génération de Hermès. Le cheval n'est alors plus le moyen de transport par excellence, et avec son frère Émile Maurice, ils vont alors décider d'étendre l'entreprise aux vêtements pour femmes et pour hommes, et ils vont d'ailleurs créer le mythique carré de soie. C'est vraiment une pièce iconique, et aujourd'hui il s'en vendrait un toutes les 20 secondes dans le monde, donc c'est quelque chose d'énorme. Alors ils sont fabriqués à Lyon, qui est la capitale française de la soie, et ils sont donc d'excellente qualité et dans des matières très luxueuses. Pour un carré, on a besoin de 450 km de fil de soie. Rien que ça. Et chaque couleur du carré est traitée dans différentes étapes. Donc ça peut prendre entre 400 et 600 heures de travail pour un petit carré au final de 90 cm de côté. Et également, le petit tourlet qu'il y a le long du carré est fait à la main. Donc ils sont roulés à la main puis cousus avec un seul et même fil. Donc parmi ces carrés de soie, on a des grands classiques comme le modèle Bride de Gala. Mais il y a en plus des nouveaux modèles qui sont créés constamment. Le carré de soie représente un petit peu le chic bourgeois, même si de plus en plus de jeunes en portent aujourd'hui et se le réapproprient. Et le carré Hermès, c'est un petit peu devenu le nouveau bijou de famille qui traverse un petit peu les générations, et c'est devenu par exemple le nouveau cadeau symbolique pour les 18 ans, etc. Mais surtout, les Hermès vont obtenir le brevet de la fermeture éclair qu'ils vont importer des États-Unis, et donc ils vont avoir l'exclusivité d'utiliser en France pendant 2 ans. Les petits-fils de Thierry Hermès vont créer un autre incontournable en 1935, et il s'agit du sac Kelly. Donc au début, il n'a pas du tout ce nom, ça s'appelait simplement le sac à courroie, et c'était un dérivé du sac à haut courroie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais il faut attendre 1956 pour que ce sac connaisse enfin son grand succès, suite à une photo prise par des paparazzis de Grace Kelly, et où elle avait utilisé justement le sac Kelly pour cacher sa grossesse qui n'était pas encore officielle à l'époque. Donc après ça, toutes les clientes vont se bousculer chez Hermès et vont demander le sac Kelly, qui portera désormais ce nom, et c'est déjà un nom un petit peu plus sexy que sac à courroie. Dans les années 1950, ce sont alors les gendres de Émile Hermès qui vont prendre la direction de la maison. Ils vont continuer dans la voie de la diversification en créant notamment les parfums, et ils vont faire un choix très important pour l'histoire de la marque en choisissant le orange pour représenter Hermès. Mais il faut savoir qu'à la base, ce choix avait un aspect pratique puisqu'en fait après la guerre, il y avait une pénurie de colorants et le orange était le plus facile à se procurer. Mais ensuite, ils se sont rendus compte du pouvoir qu'avait le orange sur les esprits et ils ont donc gardé cette couleur. En 1978, c'est la dernière génération de la famille Hermès qui va prendre la direction de l'entreprise avec Jean-Louis Dumas. Il va à son tour continuer de diversifier la gamme de produits. Alors il faut savoir que les directeurs des boutiques Hermès sont libres de choisir ce qu'ils veulent vendre dans leur boutique ou pas. Et donc cela crée des points de vente très différents et cela permet de conserver un effet de surprise ainsi qu'un effet de rareté
rareté. D'ailleurs, cet effet de rareté s'explique aussi par la très grande demande des produits Hermès. Je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur les sacs de luxe qui prennent de la valeur au cours du temps. Mais par exemple, le sac Birkin qui a été créé en 1984. Donc c'est un sac qui nécessite énormément de travail par un seul et même ouvrier. Et la création de ce sac prend des jours et des jours. Et donc résultat, la demande excède l'offre. Et donc il existe des très longues listes d'attente pour pouvoir obtenir ce sac. Dans les années 1990, la maison va innover un petit peu et quitter son ADN bourgeois chic en nommant en directeur artistique du prêt-à-porter féminin Martin Margiela en 1997. Il impose plusieurs pièces fortes chez Hermès, comme par exemple les trenches superposées, les vareuses, le trikini, et il a aussi modernisé un petit peu la montre Cape Cod en allongeant le bracelet afin qu'il puisse faire 2 tours autour du poignet. Il invente également un losange inspiré du carré Hermès que l'on pouvait nouer autour du cou comme un collier. Alors il innove, certes, mais par contre il tient beaucoup à l'intemporalité de la marque et c'est quelque chose que l'on peut retrouver par exemple dans les castings de ses mannequins, puisque souvent ces mannequins dépassaient la cinquantaine, voire la soixantaine. Il sera remplacé en 2004 par le terrible Jean-Paul Gaultier, qui va un petit peu bousculer l'image classique parisienne et va présenter des collections hautes en couleurs, avec l'idée du voyage comme des thèmes indiens et tropicaux. Il utilise beaucoup le cuir sous ses formes les plus luxueuses et on peut noter également qu'en 2006, la direction passe pour la première fois aux mains de quelqu'un qui n'est pas membre de la famille Hermès et c'est Patrick Thomas. En 2010, Christophe Lemaire succède à Jean-Paul Gaultier. Il s'est fait connaître notamment en travaillant pour Lacoste et il va reproposer des collections un petit peu plus minimalistes et épurées. Son idée est alors de créer un vestiaire intemporel. Il veut du style au-delà de la mode et il veut également revenir aux valeurs de Hermès qui sont le fait main dans de belles matières et en soi de beaux et de bons vêtements. En 2014, finalement, il est remplacé par Nadège Vanné-Cybulski qui est diplômée de l'Institut français de la mode et qui avait travaillé notamment aux côtés de Mary-Kate et Ashley Olsen pour leur marque qui s'appelait The Row. Et pour moi qui étais une grande fan de Mary-Kate et Ashley Olsen quand j'étais petite, c'est assez iconique. Et du coup, elle a une vision simple et épurée de la mode qui va très bien avec le style Hermès. Et elle aussi, elle a cette vision de travailler sur le long terme pour créer des collections qui durent dans le temps. Donc on parle du prêt-à-porter femme depuis tout à l'heure, mais pour le prêt-à-porter homme, on a une femme qui s'en occupe d'ailleurs, qui s'appelle Véronique Nicanian, et donc elle est à la tête du prêt-à-porter masculin depuis 1988, donc ça fait 32 ans les gars, et franchement jamais on a vu pareille longévité chez les directeurs artistiques. Et si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez de quoi je parle. Donc genre Hermès c'est son bébé, elle a vraiment carte blanche, et comme pour le prêt-à-porter femme, elle aussi, elle propose des vêtements d'une grande qualité, durables dans le temps et dans les tendances, avec des belles matières et des beaux tombés. Mais en soi, pour Hermès, je pourrais pas vous parler de mode autant que pour les autres maisons que j'ai déjà fait, tout simplement parce qu'Hermès, ce n'est pas une maison de mode, ce n'est pas non plus un maroquinier, c'est surtout une maison créatrice de beaux objets qui s'inscrivent dans la durée et qui ne sont pas vraiment des objets de consommation pure et dure. Aujourd'hui, il existe 16 catégories de produits sur le site Hermès, donc on a le prêt-à-porter femmes et hommes, la catégorie maison, où il collabore d'ailleurs avec de grands designers comme Enzo Mari. Ensuite, on a la catégorie joaillerie, accessoires bijoux, on a les montres. D'ailleurs en 2015 il y a eu la sortie d'une Apple Watch Hermès, alliant donc savoir-faire artisanal et technologie. On a ensuite le maquillage, le parfum, les chaussures, les carrés de soie, les cravates. On a ensuite une catégorie qui s'appelle Petit H et en fait c'est un atelier où ils vont réutiliser toutes les matières qui ne sont plus utilisées par Hermès, donc les chutes, etc. Bref, c'est un peu un atelier upcycling. Enfin, on a une catégorie papeterie, une catégorie équitation et une catégorie naissance. Donc vous voyez, pour Hermès, c'est compliqué de parler de maison de couture parce qu'en fait, je pense que c'est surtout un savoir-vivre. Mon avis sur la marque, c'est qu'on ne peut pas dire que Hermès soit une marque à la fois pour les jeunes et les adultes. Déjà, d'un point de vue économique, ce sont des prix extrêmement onéreux qui vont de pair, bien sûr, avec la qualité, le fait que ce soit fait main, etc. Mais on ne peut pas le nier, ce sont des produits extrêmement chers qui représentent aujourd'hui un réel investissement. Et je pense qu'il faut avoir un petit peu de maturité et de connaissance pour apprécier tout cet univers et comprendre cet art de vivre qui ne fonctionne pas du tout sur l'immédiat et sur les tendances, mais plutôt sur la longévité des produits. Et vous pouvez sans doute vous dire que c'est le cas de toutes les maisons de luxe, mais non, c'est pas le cas. Je trouve que toutes les autres maisons de luxe sont beaucoup plus inscrites justement dans ce calendrier des défilés avec la Fashion Week et les 2 collections par an, et avec des tendances qui vont passer de mode au bout de quelques années. Pour moi, Hermès, c'est une marque beaucoup plus figée dans le temps. Mais attention, j'ai pas dit que c'était une marque de vieux non plus. Pour moi, c'est plus un symbole d'intemporalité qui traverse les générations,
à la manière du carré Hermès qui est devenu le nouveau bijou de famille. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bisous!